Mardi de Pâques. Bonjour, je m'appelle Jane Fox. Je suis responsable des équipes plateforme données et suivi des forestières de la division des forêts. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'occasion de cette journée mondiale de la Terre. J'espère que ces 90 minutes seront riches en connaissances. Tout d'abord, l'interprétation est disponible, et ce en anglais, espagnol, français et portugais. Vous pouvez choisir votre langue sur Zoom et ici en salle, vous pouvez utiliser les écouteurs et vous choisissez également la langue. Cette session est enregistrée et ensuite l'enregistrement sera partagé avec tous les participants sur Zoom. Ceux qui suivent la réunion sur Zoom sont invités à utiliser les fonctions chat, boîte de dialogue et questions-réponses. Présentez-vous sur le chat, présentez votre organisation, utilisez la section Q&A, questions-réponses. Nous avons des personnes qui vont suivre cette section questions et réponses. Et à la fin de notre réunion, il y aura une session questions-réponses. Donc, nous sommes prêts à commencer très rapidement. Je vais vous présenter ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a 2 ans, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, il y a 2 ans exactement, nous avons lancé Aim for Forest, un nouveau programme développé avec le Royaume-Uni pour accélérer le suivi innovant des forêts et pour déployer ces nouvelles solutions dans les pays forestiers pour avoir un impact sur le terrain. Nous avons travaillé dur au cours des 24 derniers mois et nous nous réunissons ici aujourd'hui, 2 ans après, pour réviser et célébrer nos progrès. Et c'est d'ailleurs le thème de la première session. Vous le voyez à l'écran. Nous allons entendre un représentant du Royaume-Uni et un représentant de la FAO, et ensuite on passera au tableau ronde. Et puis ensuite, on va lancer une nouvelle initiative liée qui met l'accent sur le suivi des écosystèmes et de la restauration, développée là encore par le Royaume-Uni et différents partenaires au cours de l'année passée, et qui s'appuie sur la décennie des Nations Unies, sur la restauration des écosystèmes, tout le travail qui a été fait dans le cadre de cette plateforme. Donc, accélérer le suivi innovant pour la restauration de la nature, Aim for Nature, c'est le nom de ce nouveau projet. Ensuite, segment 2, nous allons entendre les nouvelles initiatives de la FAO, de la CDB et des peuples autochtones au Brésil. Sans attendre, je voudrais lancer le premier segment et vous présenter le Dr. Johan McRae, responsable de la stratégie de l'unité forestière internationale du Royaume-Uni. À vous, Johan. Vous avez la parole pour vos propos liminaires. Thanks so much, Julian. And Julian, it's a real pleasure to be here, c'est un plaisir d'être ici à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Merci de m'avoir donné quelques minutes avant de lancer le groupe de travail à une table ronde. Joyeuse Journée mondiale de la Terre à toutes et à tous, et joyeux anniversaire à Aim for Forest. C'est un plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui au nom du gouvernement du Royaume-Uni pour le lancement de l'initiative Aim for Nature, donc accélérer le suivi innovant de la restauration de la nature, Aim for Nature. Nous sommes ravis parce que Aim for Nature vise à étendre le programme réussi et financé par le Royaume-Uni, Aim for Forest, visant à améliorer le suivi et l'établissement de rapports pour les efforts de restauration des écosystèmes mondiaux, et nous avons fait un excellent travail sur les forêts. Nous allons lancer ce nouveau programme et je voulais rappeler quelques éléments pour célébrer le travail qui a été fait dans le cadre de Aim for Forest. Et puis je voudrais également parler quelques instants de l'initiative Aim for Nature. En travaillant avec nos amis à la FAO et dans les pays forestiers, Aim for Forest a permis d'utiliser l'expertise et les technologies de pointe, ce qui nous a permis d'appuyer plus de 3500 personnes dans 14 pays afin de développer leur expertise et pour utiliser différents outils, solutions innovantes à l'appui
du suivi des forêts, ce qui a permis the equivalent of 79 million tons of emissions reduction work. d'empêcher des émissions de carbone, 79 millions de tonnes de réduction d'émissions. Nous en sommes très fiers de ces résultats. En travaillant ensemble, nous avons pu suivre le travail de la FAO pour construire l'expertise essentielle qui sera nécessaire pour mettre en place une nouvelle économie mondiale, une économie décarbonée et axée sur la nature. Nous souhaitons maintenant nous appuyer sur les réussites de M4Forest et d'étendre tous ces apprentissages à l'échelon de la nature. Nous mettons l'accent sur le fait qu'il est essentiel de réunir les différentes conventions de Rio. On ne va pas se concentrer seulement sur le CDB, sur l'ensemble des conventions pour permettre également la réalisation des ODD. Ce travail s'attachera à la restauration des écosystèmes en s'appuyant sur le travail fait pour les forêts et va l'étendre aux écosystèmes marins et d'eau douce. Cette nouvelle initiative va appuyer les populations autochtones et les communautés locales qui contribueront à la restauration des écosystèmes. Parfois, on entend la restauration de façon très étroite. Et nous souhaitons un type de restauration riche en biodiversité, riche en systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous allons renforcer le lien entre le suivi des forêts et l'appui apporté aux populations autochtones. Nous savons qu'autonomiser des communautés locales qui ont de riches connaissances sur ces écosystèmes est essentiel pour la production à venir. Notre investissement dans ce programme fait partie de l'engagement du Royaume-Uni sur l'accord obtenu à Glasgow, à l'occasion de la COP26, arrêter et inverser la perte de couverts forestiers et puis, comme je l'ai dit, plus largement sur les conventions de Rio. Depuis 2011, notre programme de financement climatique internationaux ont empêché la perte d'écosystèmes sur 750 000 hectares, soit l'équivalent d'1 million de terrains de foot. Nous savons qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut accélérer pour inverser la tendance en termes de déforestation, pour reconstruire les écosystèmes. C'est pourquoi nous travaillons étroitement avec le Brésil et d'autres partenaires pour faire en sorte de tirer parti de l'élan avec la COP30 à Belém pour agir pour la restauration de la nature, la protection des forêts. Et pour nous, il faut approfondir le lien entre le programme forestier et le programme pour l'agriculture durable. Donc nous attendons tous avec impatience la COP30. 2025 sera une année importante pour les progrès M4Forest, puisque 3 nouveaux pays seront concernés, et puis nous lançons M4Nature. Donc, nous sommes impatients de voir comment ces programmes évolueront et comment vous y participerez pour garantir leur succès. Thank you very much, Joanne. Beaucoup, Joanne. Merci au Royaume-Uni encore de la collaboration excellente avec M4Forest et M4Nature. Vous êtes plus qu'un donateur, vous êtes un partenaire dans ces programmes. Et maintenant, je voudrais vous présenter Zimi Wu, directeur de la division des forêts de l'FAO, qui va s'exprimer maintenant. À vous, monsieur. Merci, Julian. Mesdames et messieurs, chers collègues, tout d'abord, soyez les bienvenus à toutes et tous, que vous soyez ici en salle ou en ligne.
Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de la Terre. Nous sommes un point critique pour notre planète. Les crises climatiques et biodiversité ne cessent de s'approfondir et les forêts sont de plus en plus menacées à cause des feux non contrôlés, la prolifération des ravageurs, les sécheresses, le changement d'utilisation des terres et d'autres pressions qui s'exercent sur les forêts. Donc tout cela fait que la sécurité alimentaire est en danger. Donc on peut limiter encore le changement climatique, conserver la biodiversité et garantir des moyens de subsistance durables en mettant les forêts et d'autres écosystèmes au cœur des solutions. La communauté mondiale s'est engagée à arrêter la déforestation et à restaurer au moins 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Passer des mots à l'action sur le terrain nécessite des données précises, fiables et collectées en temps donné. C'est pourquoi l'AFO travaille d'arrache-pied avec ses membres et partenaires sur les suivis des forêts et des écosystèmes pour fournir au pays des solutions, mais également les connaissances, les plateformes dont ils ont besoin pour agir. C'est pourquoi nous proposons des solutions de suivi innovantes pour la conservation, la restauration et l'utilisation durable des forêts grâce au programme Aim for Forest, accélérer le suivi innovant des forêts, qui a été généreusement financé par le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Rien qu'en 2024, plus de 3500 personnes provenant de 14 pays ont reçu l'appui de ce programme, de l'Amazone à l'Asie du Sud-Est. Les pays aujourd'hui sont outillés pour pouvoir générer, analyser et utiliser les données forestières, et ce de façon plus transparente, et en améliorant l'appropriation de ces données également. Le programme d'apprentissage en ligne du suivi des forêts de la FAO est une initiative importante. Il vise à renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour répondre aux besoins en termes de suivi et de cadre de transparence nécessaires. Jusqu'à présent, ce programme a atteint plus de 15 000 apprenants, y compris 2500 participants aux cours lancés récemment sur les inventaires nationaux des forêts. Open Forest constitue une plateforme open source de connaissances qui a été lancée par la FAO il y a plus de 10 ans et qui propose de nouvelles solutions comme Arena, Ground and Wisp. Cette application transforme la façon même dont nous collectons, analysons et faisons rapport quant aux données forestières et renforce la transparence des chaînes d'approvisionnement. Elles pourront donc changer la donne et garantir une gestion durable des forêts dans l'ensemble des secteurs. Et enfin, nous investissons également dans l'avenir grâce à l'initiative des jeunes champions forestiers qui permet d'autonomiser des jeunes au Ghana, Kenya, Pérou, Ouganda et Zambie, qui donnent l'exemple en termes d'efforts de restauration et de conservation auprès de leur communauté. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces initiatives permettent de créer un élan afin d'améliorer le suivi de la conservation et de la restauration. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative qui s'insère dans cet élan. Cette initiative s'appelle Accélérer le suivi innovant pour la restauration de la nature, Aim for Nature. Ce programme bénéficie également de l'appui généreux du gouvernement britannique et il complète Aim for Forest et nous permet d'aller au-delà des forêts et de couvrir l'ensemble des écosystèmes. Ce programme appuiera les pays dans le suivi des progrès réalisés dans la réalisation de la cible 2 du cadre de la biodiversité mondiale de Kunming-Montréal, qui vise à la restauration d'au moins 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030.
L'initiative Aim for Nature va combler un manque. D'après la dernière enquête du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 80% des pays aujourd'hui ne disposent pas des capacités permettant de faire rapport sur les progrès réalisés en termes de restauration. Aim for Nature fournira des technologies de pointe, des systèmes de données harmonisés et des programmes de développement des capacités sur mesure pour s'assurer que les efforts de restauration soient mesurés, qu'on en fasse rapport pour s'assurer de leur impact. Infonature va également défendre nos approches de restauration biocentrée en partenariat avec les populations autochtones du Brésil et du Pérou. C'est essentiel de reconnaître les connaissances de ces populations autochtones pour conserver, restaurer les forêts et d'autres écosystèmes. Ensemble, Aim for Forest et Aim for Nature constituent une approche globale axée sur les technologies respectueuses permettant de conserver, restaurer et utiliser de façon durable les écosystèmes. L'objectif final est d'aider à la réalisation des objectifs climatiques de biodiversité et de renforcer la résilience des communautés. Donc, grâce à de meilleures données, des partenariats solides et des innovations inclusives, nous pourrons aider les personnes à restaurer, à gérer de façon durable les écosystèmes et ainsi préserver notre planète pour les générations à venir. Je remercie toutes les personnes talentueuses, engagées, impliquées dans ce travail, qui apportent une contribution importante pour la santé de notre planète et je vous souhaite une joyeuse journée mondiale de la Terre. Merci infiniment, Zimin. Votre appui, votre travail sur l'innovation et le suivi a été précieux. Après cet excellent début, je vous propose de passer aux présentations des projets Aim for Forest. Et pour ce faire, je voudrais vous présenter certains membres de l'équipe. Tout d'abord, Ghislaine Gill, spécialiste du suivi des forêts, qui va présenter certains des points saillants du projet Aim for Forest au cours des 2 dernières années. Ensuite, nous allons donner la parole à Rocio Condor, fonctionnaire forestier, qui va nous parler du programme de formation. Et enfin, Evan Tara, spécialiste MRV de l'initiative des jeunes champions forestiers. Merci beaucoup à vous, Ghislaine, Rocia et Eva. Merci, Julian. Je vais vous présenter quelques points importants de Aim for Forest. Alors, qui va compléter Aim for Nature. Nous avons une présentation sur 4 parties. Donc, on va notamment parler des principales réalisations de 2024, exemples de ce que l'on a fait cette année, en 2025. Donc ça, c'est pour la fin de la présentation. Présentation générale au début. Plus tôt, Aim for Forest a été lancé il y a 2 ans à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, financée par le Royaume-Uni dans le cadre de leur portefeuille de résilience. Et donc à l'échelon mondial, on vise à développer et fournir des connaissances technologiques, développer les bases de données. On s'intéresse aux lacunes méthodologiques à l'échelon national. On cherche à combler les lacunes en termes de système MRD et nous visons à renforcer la participation des populations autochtones dans le suivi des forêts. Le projet dure 5 ans et va se terminer en 2028. Le budget s'élève à 31,5 millions de livres britanniques. Le programme va appuyer jusqu'à 20 pays forestiers tropicaux. Donc, pour le moment, le projet s'est bien déroulé. Pour notre première année de mise en œuvre, le programme a reçu une bonne évaluation de l'équipe britannique d'évaluation. Nous avons atteint nos cibles pour 2023. Nous venons de conclure le même processus d'évaluation annuelle en 2024 et l'examen mi-parcours du programme est sur la base des résultats jusqu'à présent. Aim for Forest constitue un programme très important pour lutter pour répondre aux besoins
plan du pays pour le suivi des forêts, ce qui est bon pour les pays et différentes parties prenantes, y compris les populations autochtones. Que fait-on? InfoForest fournit une assistance technique aux pays tropicaux. Nous fournissons différents types d'appui, MRV, mesures, notifications, vérifications, données pour le suivi des progrès et puis également matières premières transparentes. Concernant l'aperçu des pays avec lesquels nous travaillons, vous voyez l'animation à l'écran derrière moi. Voyons si ça fonctionne. Voici la carte des pays avec lesquels nous travaillons. Donc, RDC pour le bassin du Congo, bassin Asie, et Papouasie-Nouvelle-Guinée, Amérique latine, bassin Amazon, donc Pérou, Brésil, Colombie, Bolivie. Voilà certains des pays avec lesquels nous travaillons. Et comme ça a été dit plus tôt, en 2025, cette année, nous allons fournir une assistance technique à 3 autres pays, le Costa Rica, le Nigeria et les Philippines. Alors, que s'est-il passé l'année passée? En 2024, notre équipe a appuyé 14 pays. Nous avons avancé les capacités de plus de 3500 personnes. À l'écran, vous voyez une photo de groupe, plus de 200 experts qui se sont réunis pour un échange sud-sud au mois de novembre passé, qui était organisé avec GFOI et le partenariat pour les forêts pour échanger des connaissances et des leçons tirées de l'expérience. Votre réalisation 2024, le nouvel outil WISP, une solution à l'appui du respect des réglementations liées à la préparation et la publication liées aux risques liés à l'atténuation des risques forestiers. Autre exemple de réalisation au cours de l'année passée, renforcement de la participation des populations autochtones dans le suivi des forêts avec le lancement cours en ligne avec le PNUD. Et nous avons également appuyé l'adoption de l'indicateur sur l'utilisation des terres pour les populations autochtones dans le cadre de la CDB. Voici certains des exemples des activités réalisées l'année passée. Et maintenant, je voulais m'arrêter sur 3 exemples. Ce sur quoi nous travaillons cette année, nous allons lancer des communautés de pratique dans 3 régions. Ces communautés de pratique vont développer des orientations pour le développement de matériaux et d'outils adaptés aux priorités des populations autochtones. Avec le Royaume-Uni, au Centre pour l'hydrologie et l'écologie, nous annonçons la base de données PITEMIT sur les facteurs d'émission qui visent à combler les lacunes en termes d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, nous échangeons avec différentes initiatives de financement climatique, par exemple Article 6.2 de l'UNFCCC et les prérequis en ce qui concerne les rapports nationaux. Donc voici 3 exemples de ce sur quoi travaille l'équipe cette année. Il y a beaucoup de choses, renforcement des capacités avec l'apprentissage en ligne. Et pour cela, je vais donner la parole à ma collègue Rosillo en charge de ce dossier. Merci, Gis, d'avoir présenté les points saillants du Forest. Et nous passons à l'une de nos initiatives de renforcement des capacités, un programme de formation qui a permis aux différents apprenants d'accueillir des compétences pour l'action climatique en collaboration avec l'Académie d'apprentissage en ligne de la forêt. Nous avons développé le programme Action climatique suivi des forêts qui continue d'être mis à jour. Donc, cela comprend différents aspects du suivi des forêts, y compris les inventaires, télédétection en utilisant CEPA, et établissement de rapports pour la Convention sur les changements climatiques et l'accord de Paris. Grâce à ces cours, chacun avance à son rythme, c'est complètement gratuit, c'est accessible 24 heures sur 24 et c'est disponible en différentes langues à la fin de chaque cours. Chaque participant passe un test de certification qui garantit que les participants ont
renforcer leurs compétences et compétences. Donc, en s'appuyant sur ces cours, nous avons également développé des cours. Par exemple, en 2024, du 11 septembre au 21 octobre, nous avons développé un cours facilité inventaires forestiers nationaux. Il s'agit d'une expérience unique permettant d'échanger directement avec différents experts sur le sujet. Il y a des sessions d'apprentissage en direct et puis des forums de discussion collaboratifs. Donc ça, ce sont les nouveaux outils cours facilités. Nous nous félicitons de vous annoncer le lancement du cours inventaires forestiers nationaux qui porte sur les phases principales de ces inventaires, planification, mise en œuvre, collecte de données, établissement de rapports. Donc là encore, chacun va à son rythme et cela permet de partager les contenus et les ressources développées par les versions facilitées de ce cours. Donc, cela permet aux apprenants d'obtenir des badges numériques, 3 badges. Si vous n'avez pas pu suivre le cours facilité l'année passée, vous pouvez aujourd'hui améliorer vos compétences et en suivant votre propre rythme sur ce sujet. À l'avenir, vous annoncer que du 7 mai au 6 juin 2025, nous allons lancer un nouveau cours en ligne facilité. Ce cours va approfondir l'importance qu'il y a d'institutionnaliser un système de suivi des forêts nationales solide, transparent et durable. À la fin du cours, les participants pourront comprendre quels sont les éléments les liens pratiques d'un système de suivi de la gouvernance aux stratégies de partage de données, appliquer des outils juridiques et stratégiques efficaces pour renforcer les accords institutionnels et contribuer de façon active à l'amélioration du partage de données et à la transparence. L'inscription à ce cours est maintenant terminée. Plus de 3000 personnes se sont présentées venant des 4 coins du monde, ce qui montre son importance. Mais écoutons maintenant directement ceux qui ont suivi ces cours. Nous avons interviewé ces personnes sur les réseaux sociaux et avec des entretiens. The FAO's e-learning series, especially on forest monitoring and climate actions, has really opened my eyes on matters of forest conservation. Previously, we never used to use forest data. Cette opportunité avec l'Académie d'e-learning de la FAO est venue exactement avec un parfait timing au moment où j'introduisais les cours d'inventaire forestier nationaux dans nos curricula. As of the end of March 2025, de la fin à la fin mars 2025, à peu près 16 000 personnes avaient commencé justement ce programme en ligne à leur rythme. Il y a des acteurs d'une vaste gamme de secteurs, notamment des agences gouvernementales, des ONG, des universitaires se sont joints à nous. Les autochtones, les jeunes, les femmes sont de plus en plus représentés dans ces cours, ce qui permet un engagement plus inclusif dans le secteur. Ces produits de connaissances sont disponibles dans plusieurs langues, notamment les publications, les outils, cet apprentissage en ligne, ce qui permet justement de toucher un plus grand nombre de personnes. Ce programme représente une occasion fantastique d'approfondir votre connaissance et vos compétences en termes de suivi des forêts pour garantir que nous contribuons de façon efficace à l'action climatique de façon collective. Donc, n'hésitez pas à explorer les différents liens afin d'accéder au programme multilingue Suivi des forêts pour l'action climatique. Merci beaucoup, Rocio, de nous avoir montré l'importance du suivi des forêts et de l'action climatique avec cette série d'apprentissages. Et merci aussi pour les témoignages que vous avez présentés et les champions aussi de cette initiative. Donc, comment est-ce qu'a commencé? Le programme, ça a commencé au Kenya entre 2021 et 2023, quand le Kenya, justement, mettait en œuvre cela.
initiative de la FAO. Et le but du projet était de mesurer la déforestation, la restauration et l'inclusion dans le système national de suivi des forêts. Au fur et à mesure, nous sommes rendus compte qu'il y avait une question particulièrement importante. Le suivi des forêts, ce n'est pas uniquement des arbres, mais il s'agit aussi des personnes. Et il était important pour nous de veiller à ce que chaque voix soit entendue. Nous avons donc veillé à ce qu'au moins 30% de tous les participants qui participaient aux réunions soient des femmes. Avec les services forestiers du Kenya, nous avons lancé un appel à candidature et nous avons choisi 10 femmes extraordinaires, 10 Kenyanes, qui sont devenues les premières championnes du suivi forestier au Kenya. Et ensuite, ce projet Aim for Forests a été lancé et nous continuons à faire participer les champions dans ces différents ateliers. En avril 24, nous avons eu un certain nombre de discussions de 20 minutes avec ces champions, ces championnes, et nous souhaitions comprendre quelles étaient leurs aspirations pour veiller aussi à ce que leur voix soit entendue dans les discussions gouvernementales au sujet du suivi des forêts. Ici, vous voyez les championnes qui font ça, justement, qui participent activement à un événement de planification nationale, qui échangent des idées avec des spécialistes et qui représentent fièrement leur communauté respective. Et pour participer, il faut avoir accès, il faut s'exposer et ce sont des opportunités pour appliquer les connaissances. Par exemple, Olga qui a utilisé les connaissances de CEPAL pour analyser le changement climatique et qui a investi les membres de sa communauté pour justement assurer le suivi des forêts grâce aux connaissances locales. Certains des produits que nous avons mis au point se fondent sur le fait qu'en 2024 uniquement, eh bien, ces jeunes champions ont fait participer plus de 5000 membres des communautés et ils ont planté des 1000 arbres dans le pays. Donc, pour célébrer cette réussite incroyable, la FAO Kenya a publié un article de la Journée mondiale de l'environnement et qui a été repris par les médias. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les championnes, eh bien, ont aussi fait entendre leur voix dans un podcast que vous pouvez trouver sur la chaîne Spotify. Et on les a appelées les championnes du COFO. Ce type de reconnaissance a son importance puisque ça leur donne de la visibilité et ça leur montre, et ça montre au monde que les actions menées par les jeunes sont non seulement valables, mais vitales. Et pour encore amplifier la voix de ces jeunes championnes, eh bien, nous avons eu un partenariat avec le mécanisme de la FAO pour organiser un événement lors du Forum mondial de l'alimentation l'année dernière. Et on a dit, et c'était justement, nous avons obtenu le résultat escompté. On a vu ces jeunes qui sont venus au siège de la FAO et qui ont été écoutés, qui étaient au cœur des discussions autour de la forêt et de la résilience face au changement climatique. Et pour accroître encore plus ces voix, cette année, nous envisageons d'étendre ce programme. En 2024, nous souhaitions tirer les leçons du Kenya afin d'étendre cette initiative à d'autres pays, au Pérou, au Ghana, en Ouganda et en Zambie. Et par le biais du plan d'activité, nous souhaitons autonomiser ces jeunes pour qu'ils mènent des actions dans leur communauté afin de changer les communautés. Nous avons lancé l'appel aux candidatures. Fin janvier, nous avons reçu plus de 1500 candidatures en l'espace de 2 semaines de jeunes à travers le monde. Il s'agit d'autonomiser les jeunes pour le suivi des forêts. Et ça a commencé au Kenya et maintenant c'est devenu un mouvement mondial. Et cela n'aurait pas été possible sans les efforts de nos partenaires, tels que le Forum mondial de l'alimentation, le ministère de la Jeunesse au Kenya, l'Université catholique pontificale du Pérou, la Commission des forêts du Ghana, l'ambassade britannique à Lima,
Hugo Green Ouganda. Et nous aimerions remercier aussi ceux qui nous aident, qui nous soutiennent à travers le monde. Et nous remercions aussi nos partenaires de la FAO dans les pays, sans qui cette initiative n'aurait pas été possible. Et j'aimerais dire que si vous souhaitez rester en contact avec nous, vous trouverez toutes les informations, nos coordonnées dans la boîte de dialogue et n'hésitez pas à nous écrire, cela nous ferait très plaisir. Juliane, je vous redonne la parole. Merci infiniment, Eva, Rossio et Ghislaine. C'était absolument remarquable. Et il y a des informations supplémentaires dans la boîte de dialogue et nous arrivons à la fin du premier segment. Si vous avez des questions, des remarques, gardez-les. Jusqu'à la fin du deuxième segment, je vois qu'il y a déjà eu des questions dans la boîte de dialogue, donc merci beaucoup. Nous allons maintenant remercier Ghislaine, Rossio, Joanne, Eva. Et j'aimerais maintenant inviter Pablo, Yelena et les autres à la tribune. N'hésitez pas à faire quelques étirements. Okay, thank you so much, colleagues. That was the quickest changeover. Merci beaucoup, chers collègues. C'était extrêmement rapide. Nous sommes tout à fait à l'heure. C'est formidable. C'est le segment que nous attendions tous, le lancement et la présentation de notre nouvelle initiative pour laquelle nous sommes si enthousiastes. Il s'agit d'accélérer le suivi innovant pour la restauration de la nature. J'aimerais maintenant vous présenter Yelena Feingold, qui justement mène notre travail en matière de suivi de la restauration. Yelena, vous avez la parole. Merci infiniment, Julian. Merci, chers collègues. C'était formidable d'entendre les points saillants des 2 dernières années de Aim for Forests. Et c'est pour moi un grand plaisir de lancer aujourd'hui Aim for Nature. Et donc, nous appuyons sur le travail remarquable qui a été réalisé ces 2 dernières années. Et maintenant, nous nous concentrons véritablement sur la restauration de la nature qui représente une lueur d'espoir. Nous espérons que cela sera pour vous source d'inspiration. Pour ce qui est des défis auxquels nous sommes confrontés, auxquels nous cherchons à répondre avec Aim for Nature, eh bien, nous nous concentrons sur l'objectif 2 du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Le but de la cible, c'est de restaurer au moins 30% des écosystèmes dégradés et de couvrir tous les écosystèmes. Les pays se sont engagés fortement pour atteindre cette cible. Plus d'1 milliard de terres eh bien, ont fait l'objet d'engagements pour leur restauration. Et les pays souhaitent appliquer justement leurs engagements. Et donc, il s'agit de passer de ces engagements au suivi et à l'application de la restauration. Les pays, 70% des pays nous ont dit qu'il y avait des lacunes en matière de coordination institutionnelle. 80% disent qu'ils manquent de capacité pour collecter des données en matière de restauration, de rapports, et tous les pays
ont demandé un renforcement des capacités afin d'adapter les méthodologies mondiales aux contextes nationaux. Et donc, avec ce nouveau programme, nous nous appuyons sur le travail de la FAO, de la Convention sur la diversité biologique, la décennie d'action aussi pour la restauration de la nature. Et il s'agit de combler ces lacunes. Nous comptons travailler avec les pays pour créer des données, je dis donc de la restauration, pour avoir une base de données co-créée avec les pays et pour renforcer le suivi transparent. Et il s'agit aussi d'aider à faire rapport pour le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Le projet s'étale sur 4 ans et le budget total sera à peu près de 9 millions de dollars américains. Ce projet appuie un mandat clair de la CDB et de la CNUSED, ainsi que la CNUC. Et donc, pour la CDB, la FAO est la gardienne, en fait, de la cible 2, de l'indicateur cible surtout les zones à restaurer, et nous travaillons là-dessus. Et ce projet aide les pays à appliquer cette méthodologie pour faire rapport. Et il y a un mandat aussi auprès de plusieurs cadres de conventions cadre des Nations Unies et de la CDB. Les résultats de ce programme comprennent le renforcement du suivi avec cet ensemble de données compilées par les pays pour avoir des données fiables, pour veiller à ce que les efforts de restauration soient mesurables et accessibles. Il s'agit d'appuyer les cadres aussi de rapports de la CDB, des ODD, de la CNUC, tous ces acronymes, tous ces cadres. Il s'agit aussi de combler les lacunes en matière de capacité qui ont été identifiées par les pays et il permet aussi d'agir sur la base des engagements qu'ont pris les différents pays. Il y a 6 résultats de ce programme. Ces activités sont toutes interconnectées. Il s'agit d'aider les pays à faire rapport à la CDB. Ils devraient faire rapport en 2026 et en 2029. Et notre collègue de la CDB en parlera davantage. Pour ce qui est de la première résultante du projet, il s'agit d'accueillir donc le partenariat de la cible 2, donc de rassembler la communauté internationale, ainsi que les pays, et des centres d'appui ont été nommés par la CDB pour accélérer les rapports de restauration. Et donc, il s'agit d'engager les différents experts, les partenaires et les pays pour qu'ils mettent au point différentes méthodes de suivi. Nous identifions différents groupes de travail qui appuieront ce travail. Et cela s'appuie sur la décennie d'action des Nations Unies, qui inclut l'équipe spéciale aussi de la décennie d'action sur la restauration des écosystèmes comme structure cadre, en fait, pour accueillir ces groupes de travail. Et ça s'appuie aussi sur le travail que nous avons réalisé au cours des 5 dernières années dans le cadre de cette décennie d'action. Et la deuxième activité vise à construire une base de données mondiale au sujet de la restauration de la nature. Nous travaillons avec 4 pays, le Brésil, le Pérou, le Kenya et les Philippines. Nous mettons au point des plans, nous identifions les lacunes en matière de capacité
Et nous créons des plateformes aussi pour appuyer le suivi de la restauration au niveau des pays. Et pour entrer un peu dans les détails, j'aimerais vous donner un exemple pour vous expliquer comment nous travaillons avec les pays. Voici un exemple au Brésil. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement et du Changement climatique et il s'agit de mettre en œuvre Planaveg, qui est le plan national pour la restauration de la nature, de la végétation autochtone. Et il s'agit de restaurer 12 millions d'hectares de végétation autochtone. Et la FAO vise à identifier les lacunes en matière de capacité afin de pouvoir mettre au point une plateforme de suivi de ce plan et pour apporter un appui technique avec un cadre pluriparties prenantes, organiser notamment des ateliers sur le sujet de la restauration. Et la FAO souhaite appuyer aussi le travail technique, qui est un travail central, car il faut estimer les besoins de restauration au niveau national. Ce travail doit se faire en amont de la COP 30 qui aura lieu au Brésil à la fin de cette année. Pour ce qui est du travail technique, nous souhaitons mettre au point des orientations techniques. Ashley nous parlera d'un des premiers produits techniques de ce projet sur les écosystèmes d'eau douce. Nous travaillons aussi sur les écosystèmes marins, sur les écosystèmes productifs, comment les systèmes agroalimentaires s'imbriquent dans la restauration, combien ils sont essentiels eux aussi à la restauration. Et il s'agit de mettre au point des solutions techniques pour le suivi de la restauration des écosystèmes qui seraient liés à des outils d'open sourcing, voir comment on peut aussi tirer profit des nouveaux outils pour avancer et donc voir comment est-ce qu'on peut s'intéresser à d'autres écosystèmes qui doivent être restaurés, sans oublier évidemment les forêts qui sont très importants. Et nous souhaitons travailler avec les pays afin de construire et tester ces outils. Puis nous travaillons, nous communiquons ces données par le biais de rapports de haut niveau, notamment le FRA 2025, donc l'évaluation des ressources forestières, l'évaluation mondiale des ressources forestières, le rapport aussi des lacunes en matière de restauration, le rapport SOFO de 2026 et le rapport de l'Assemblée générale des Nations Unies et toutes les publications liées aux dynamiques du carbone et à la restauration de la nature. Nous allons travailler avec les différents centres régionaux de la CDB. Je vais laisser ma collègue Christina de la CDB en parler plus en détail. Parler de ce travail avec les différentes régions. Nous allons travailler avec le centre de l'ASEAN pour la biodiversité. Nous organisons un atelier en juillet et c'est comme ça que nous apportons ce travail dans les régions par le biais de ces centres d'appui technique. Et notre dernière activité, eh bien, s'intéresse aux peuples autochtones. Il s'agit d'aider les initiatives de restauration guidées par les peuples autochtones. Et là aussi, nous écouterons une présentation qui nous expliquera plus en détail ce travail. Donc, je vais laisser les experts vous expliquer plus en détail ce travail.
Et c'est un programme très vaste, avec un plan de travail très ambitieux, et nous dépendons de nos partenaires, de nos équipes, avec le centre technique de la CDB. Nous travaillons avec nos partenaires aussi des pays, avec la décennie aussi des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes. Nous travaillons avec nos collaborateurs qui collectent des données au sujet de la restauration de la nature. Nous travaillons ensemble, en long des partenariats, pour veiller à obtenir des résultats dans le cadre de cet engagement de restauration très ambitieux. Merci pour votre attention et je rends la parole à notre animateur Julian. Merci beaucoup, Yelena, c'était tout à fait brillant. C'est maintenant un plaisir pour moi de passer la parole à notre collaboratrice au secrétariat de la Convention de la diversité biologique, Christina Taboulchanas, est avec nous aujourd'hui. Elle est chargée de programme à la CDB. Christina. Merci infiniment. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là au nom du secrétariat de la Convention diversité biologique. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne journée de la Terre. CDB, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de faire partie de ce projet Aim for Nature et qui participe à la feuille de route cible 2 dont a parlé Yelena. Je vais vous parler de certaines de nos décisions. Comme beaucoup d'entre vous le savez, nous venons de terminer la deuxième partie de notre COP16 à Rome. Et ces prochaines années, nous devons travailler sur l'application et assurer le suivi des progrès. Dans notre décision, la coopération avec d'autres organisations, les parties ont invité la FAO, le PNUE, la Convention et d'autres partenaires, notamment par le biais de la feuille de route pour la cible 2, de continuer d'appuyer l'application de ce cadre. Et en même temps, une autre décision a été prise, 13.3, où les parties ont avancé pour appliquer le mécanisme dont a parlé Yelena dans sa présentation. Voilà ce à quoi ressemble notre mécanisme de coopération scientifique et technique. Ça a été adopté lors de la COP15 et ça consiste d'un réseau d'organisations déjà existantes. On les appelle des centres d'appui techniques et scientifiques régionaux. Il y en a 15, plus 3 centres affiliés. Il y en a 5 en Afrique, 3 en Amérique, 4 en Asie, 2 en Europe, 1 en Océanie. Ces entités, ces organisations abritent ces centres d'appui régionaux et l'objectif est de faciliter la coopération scientifique et technique entre les parties, la gestion de connaissances à l'appui de l'application du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. À la COP16, les parties ont décidé qu'il fallait que ce soit accueilli par le secrétariat. On travaille encore là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en pratique. Et ce mécanisme répond directement aux parties et fait rapport directement aux parties. Je souhaiterais également vous parler un petit peu des décisions qui ont été faites au sujet du rapport et de l'examen du mécanisme pour faire rapport et mécanisme d'examen. Nous allons beaucoup travailler là-dessus ces prochaines années. Plusieurs décisions ont été prises à ce sujet. Dans la décision 1632, un mécanisme pour la planification du rapport aussi et de l'examen. Et les parties doivent avoir des approches cohérentes avec différents objectifs et cibles sur la base d'un classement des écosystèmes. Les parties sont invitées à utiliser la typologie ou une méthodologie équivalente avec les différentes données
Et on demande aussi que ce mécanisme appuie les pays à élaborer leur propre capacité en matière de suivi. Et comme a dit Elena, il y aura un examen lors des COP 17 et 18 qui incluent des recommandations aux différentes parties prenantes pour voir quand on peut relever les défis. Cet examen sera fait cible par cible pour les 23 cibles, notamment la mission 2030, et on examinera aussi les progrès réalisés pour atteindre les objectifs. Voici la feuille de route pour la cible 2. Ça existait déjà pour le partenariat avec la FAO, la Convention de Rio, le PNUE, avec d'autres organisations. Ça a commencé en 2022 avec l'adoption de la cible 2. Il y a eu des ateliers en 2023, du renforcement de capacité en 24 et en 25. On a eu cette nouvelle initiative qui, grâce au financement pour Aid to Nature, nous aide à nous mettre en relation avec les centres d'appui régionaux. C'est là où nous en sommes et cela va se poursuivre jusqu'à 2030. Merci. Alors, comment va-t-on travailler? Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les 15 centres d'appui scientifique. Ils devaient manifester leur intérêt pour organiser une formation de formateurs, notamment. Analyser aussi les données en matière de restauration pour suivre les progrès dans la sous-région et rassembler des retours des pays afin de collecter des pratiques exemplaires. Et on demandait aussi de continuer d'aider les pays et de promouvoir les dialogues régionaux, interrégionaux au sujet de la restauration des écosystèmes pour faciliter la mise en œuvre d'une communauté de pratiques régionales mondiales, une communauté de connaissances. Voilà les entités qui ont été choisies pour appuyer ce partenariat dans le cadre de la cible 2. Cette année et la prochaine, nous organiserons, comme Yelena l'a dit, le premier atelier. Ça se fera avec l'ASEAN aux Philippines. Nous allons travailler avec l'Institut Alexander von Humboldt qui est en Colombie et avec un centre régional aussi qui est basé à Nairobi au Kenya. Nous bénéficions de l'assistance technique du SPREP, du programme environnemental régional du Pacifique, et du CCAD aussi, l'Observatoire aussi du Sahel. Et il y aura une autre série d'ateliers et de formation des formateurs en 27-28 avec la Comifac, le Cameroun et l'UICN, le bureau de l'UICN pour l'Asie de l'Ouest. Juste pour vous donner un aperçu de là où nous nous trouvons, eh bien, 49 ça a été soumis au secrétariat. Le 7e cycle de rapport a été lancé. La date butoir est en février 2026. De grands efforts sont déployés pour accroître la base de données, les connaissances au sujet de la restauration des écosystèmes dans le contexte de la cible 2 et ça devrait être reflété dans le rapport mondial sur les progrès collectifs. Il s'agit de renforcer les collaborations avec les partenaires et les initiatives et de nouer aussi de nouvelles partenariats. Et il y aura une journée de la restauration de la COP 17 aussi pour voir quels ont été les progrès réalisés en matière de restauration et pour célébrer les réussites et pour ajuster la trajectoire. Merci beaucoup. Thank you so much, Christina. Merci beaucoup. Merci à la CDB de cette excellente collaboration. Merci Christine. Ça fait plusieurs années que nous travaillons ensemble et c'est un plaisir.
Merci. Maintenant, notre nouvelle initiative appuyer la restauration de la nature à l'échelon de la Convention de Rio et également aux échelons mondiaux, nationaux et locaux. Et c'est ce qui intéresse tout le monde quand on commence à échanger avec des personnes qui sont sur le terrain. Et j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Yon, de l'unité des populations autochtones de la FAO, qui va nous présenter le travail lancé dans le cadre de cette initiative au Brésil et au Pérou. À vous, Pablo. Merci beaucoup, Julian. C'est un plaisir pour nous que de participer au lancement de F1 Nature pour permettre les actions de restauration de la part des populations autochtones. Alors, je vais vous présenter notre programme qui est lié à la cible 2 de la CDB du cadre de Kunming-Montréal, restauration, et cible 3, territoire autochtone, et cible 22 qui est liée aux connaissances des populations autochtones. Vous le savez, la FAO est gardienne des indicateurs de cette cible, donc c'est un plaisir pour moi que donner la parole à Yon Fernandez de Larinois, responsable de l'unité des populations autochtones de la FAO. Il travaille sur des négociations en cours, mais il va partager son expérience et la pertinence de ce programme international sur ce travail qui est lié aux forêts, à M4Nature. Yon, à vous. Merci, merci beaucoup. Pablo, chers collègues, m'entendez-vous? Oui, oui. Très bien. Je ne me vois pas, mais je vous vois. Donc, tout d'abord, bravo pour cet événement. Merci infiniment aux donateurs au Royaume-Uni de ce programme. Merci à Julian et à son équipe également qui nous permet de travailler avec vous, de participer à cette initiative très importante. Je suis à New York. Hier, une dirigeante inuit a été nommée à la tête du Forum permanent des populations autochtones ici à New York. Cela montre l'importance que l'on donne aux populations autochtones pour la conservation de la biodiversité. Chers amis, chers collègues, je vous invite à regarder les propos liminaires de son Excellence, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui s'est exprimé hier et qui a lancé le Forum permanent. Et il a lancé un appel au monde entier. Il a demandé au monde de passer des mots à la parole quand on dit que les populations autochtones sont les meilleurs gardiens de la biodiversité restante, et donc de passer des mots aux actions et de laisser de côté les idées préconçues sur la biodiversité et écouter les véritables experts que sont les populations autochtones. Il a été très clair, il nous a parlé de l'importance du biocentrisme et de l'importance qu'il y a à considérer les populations autochtones comme étant des acteurs et pas seulement comme étant des spectateurs. Ce sont eux qui sont en première ligne du changement climatique et bien souvent ils souffrent des effets des changements climatiques qui n'ont pas été créés par leur système alimentaire, par leur système de connaissances traditionnel et ancestral. Il a lancé un appel très important. 4 points, notamment le fait que les Nations Unies ont lancé un groupe de travail dédié qui travaille sur la transition énergique, donc qui travaille sur les terres rares, les minéraux. Et comme vous le savez, la plupart de ces minéraux terrestres se trouvent dans les terres des populations autochtones. Et donc, je me saisis de cette opportunité pour lancer un appel. Prenez en considération les populations autochtones dans l'ensemble de vos activités. Le secrétaire général a lancé un appel. Il a demandé davantage de fonds pour les activités ayant en tête les populations autochtones. Et donc, aux Nations Unies, dans les pays, dans les différents mécanismes de financement, nous devons agir plus pour nous attaquer davantage aux causes profondes de la perte de biodiversité et du changement climatique. Ici, on parle du Programme mondial de restauration des écosystèmes et restauration biocentrique. Il a été lancé en 2018 par l'unité population autochtone de la FAO avec différentes organisations des populations autochtones. L'approche est innovante parce que ce que l'on fait, c'est de mettre
connaissance des populations autochtones au cœur de l'action. Ça permet de restaurer des terres, des territoires dégradés en restaurant la mémoire perdue de ces territoires, de ces écosystèmes grâce aux connaissances ancestrales de ces populations. Les femmes autochtones, les jeunes autochtones sont au cœur. Nous avons un système qui repose sur les écoles de vie, les fermes-écoles, qui nous permet de faire une transmission générationnelle des connaissances pour mettre au cœur les connaissances botaniques, les connaissances ethnobotaniques des plus âgés de l'ensemble des populations autochtones du monde. Et c'est fascinant de voir ce qu'on peut apprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle de biocentré? Bon, ici, vous voyez des photos qui viennent du nord-est de l'Inde. Et vous voyez comment on utilise les racines de ces arbres qui construisent des ponts. Voilà, il s'agit, c'est une très bonne image pour illustrer la philosophie même, la cosmologie de la restauration biocentrée des communautés autochtones. Ici, on met au cœur les populations autochtones et leurs connaissances. Ils ne sont pas seulement des sujets de droit, mais également des détenteurs de connaissances, fournissant des solutions valides pour nous tous dans le contexte des défis auxquels on fait face. Mais grâce à la cosmologie des populations autochtones, grâce à et mettre la valeur de la vie sur Terre au cœur de leur action. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on a lancé ce programme en Thaïlande, en Inde. Maintenant, il est présent au Pérou, en Équateur. 4 gouvernements travaillent avec nous. Le Brésil, avec le ministère dédié, le gouvernement du Pérou et de la Bolivie, avec différents ministères, le ministère de l'Environnement et du Développement. Et puis, bien évidemment, le Costa Rica, qui constitue un pays très important pour nous. Et le Kenya, le Mexique, le Guatemala ont demandé de participer. Nous avons lancé des activités au Népal dans les 2 semaines à venir. Passons à la diapo suivante. Les points saillants sont le corridor régional indien que nous avons créé entre 2 pays, Bolivie, Pérou, pour restaurer le plateau, le bassin versant et pour garantir qu'on met en place une restauration écosystémique en utilisant les plantes de la région pour s'assurer que l'on maintienne ces plantes dans le territoire et qu'on puisse mettre en place des corridors écosystémiques. Nous faisons un travail très important au Brésil. Nous avons commencé dans le biome Caatinga, mais il y a une demande de la part du ministère des populations autochtones qui demande de restaurer plus de 500 000 hectares dégradés par l'élevage intensif qui ont un impact fort. Et l'idée est de restaurer les droits fonciers des populations autochtones. Et enfin, nous avons un programme national au Costa Rica. Et je voudrais me concentrer sur les écoles de vie. Les écoles de vie permettent de faire en sorte que les connaissances qui disparaissent des anciens soient transmises en temps et en heure aux jeunes. Et la bonne façon de transmettre ces connaissances n'est pas les livres, mais c'est la pratique. Et donc, nous travaillons avec les sages, les femmes et hommes sages, dans le cas présent des Andes, qui restaurent les zones autour du lac de Titicaca. Comme vous le savez, ce lac est menacé par différents impacts environnementaux. Nous avons plus de 100 écoles de vie aujourd'hui dans le monde. 72 se situent dans les Andes. L'idée a été adoptée, l'approche a été adoptée et nous avons une pléthore de connaissances botaniques, beaucoup de plantes qui ont été utilisées au fil des siècles. Voici quelques photos des efforts de restauration réalisés avec les espèces locales, la végétation locale. Nous travaillons avec les végétaux autochtones qui préservent l'humidité du terre. Mais ce qui est essentiel, c'est de restaurer les terres dégradées. Vous voyez le niveau d'érosion, de dégradation. C'est nécessaire de préserver
ces arbres ancestraux qui permettent à l'eau de rejoindre les nappes phréatiques. Ces arbres ont été coupés et aujourd'hui la situation est dramatique à cause du manque de ces essences ancestrales. Ici, vous voyez ce que l'on fait au Costa Rica. Nous avons commencé avec différentes organisations, avec différents groupes, et notamment avec le Catawba Canada, un groupe de femmes très actives qui souhaitaient lancer une école de vie et mettre en place des serres communautaires pour restaurer plus de 100 hectares de terres dégradées par l'élevage et l'agriculture intensive. Ici, vous voyez comment au Costa Rica, ils ont transformé les projets pilotes en programmes nationaux sous la houlette de la présidence de la République. Aujourd'hui, la présidence de la République rédige un programme pour impliquer les différentes populations autochtones, 14 groupes différents qui sont organisés avec la table nationale autochtone dans plus de 20 territoires dans le pays pour restaurer les terres dégradées dans les territoires autochtones, mais également dans d'autres territoires qui ne sont pas autochtones. Donc, ce travail pionnier du Costa Rica permet de reconnaître les peuples autochtones comme étant les meilleurs gardiens des terres. Et puis, on a mis le biocentrisme au cœur. C'est la bonne approche, y compris spirituelle, pour préserver la nature. Au Brésil, nous avons commencé avec le biome Caatinga, avec le peuple Sukuru, et nous avons fait un travail incroyable. Nous travaillons avec les abeilles. L'objectif, c'est la restauration. Ça fait partie de la cosmologie du peuple Sukuru, parce que pour eux, les abeilles sont essentielles pour assurer la restauration de ces zones. Et les oiseaux également sont essentiels. Ce sont les principaux restaurateurs, notamment un type d'oiseau qui est essentiel pour s'assurer du bien-être, des efforts de restauration. Bon, ce qui est fascinant, c'est le nombre d'autres populations autochtones qui nous contactent pour participer à ces activités qui regroupent différentes populations autochtones du monde. Alors, suivi, collaboration avec M4 Forest, M4 Nature. Nous nous félicitons de cette collaboration. Cela permet d'améliorer le suivi. Ici, vous voyez ce qu'on fait dans le nord-est de l'Inde, l'implication des écoles, l'importance des jeunes. Vous voyez, cela les passionne, ces écoles de vie les passionnent et sont impliqués activement. Ce n'est pas théorique, cela leur permet d'agir réellement à la restauration des terres. Passons à la diapositive suivante. Alors voilà, ça c'est la Bolivie. Nous travaillons avec les autorités locales, avec les Mamayatas, et vous voyez comment nous travaillons dans deux régions différentes, dans les Andes, mais également dans le Pando. Et là, vous voyez certains des populations autochtones du Brésil qui souhaitent également recevoir notre appui de l'autre côté de la frontière dans le centre de biorestauration. Ils ont participé à l'école de vie de Bolivie. Et Pablo le disait plus tôt, je vais conclure. Vous voyez comment la restauration axée sur les populations autochtones des terres dégradées change notre façon d'envisager les choses. Donc, on met l'accent sur les populations autochtones qui ont des connaissances uniques de ces territoires. Et ça, c'est lié à la cible 2, 3, 10, 22 et 23 de la Convention sur la diversité biologique. Il y a différents domaines qui font l'objet d'un suivi et qui sont intégrés au cadre. Tout cela fera partie des territoires autochtones qui bénéficieront de la catégorie restaurée dans le cadre de la CDB. Voilà, ça c'est tout pour moi. Je dois revenir en plénière aux délibérations. Merci encore de cette opportunité qui m'est donnée et je tiens à remercier M4 Forest de l'appui qui nous a été donné. À vous, Pablo.
Merci beaucoup, Jan, d'avoir parlé du rôle de ce programme et puis la connexion avec les conventions de Rio et puis la collaboration avec Forest, la cible 2 pour faire rapport. Et maintenant, je vais donner la parole à Iran Chukuru du collectif Yupaco Creka, donc peuple Chukuru du biome Caatinga du Brésil, qui a commencé par un petit programme et vous avez impliqué différents aspects de la cosmogonie autochtone. Iran, à vous la parole. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je me félicite de pouvoir vous parler de restauration, de renforcement de la vie de la planète. Ici, je vais vous parler de notre expérience, une expérience locale. Nous avons des connaissances locales qui reposent sur la restauration de la vie dans notre territoire, un territoire qui se situe dans le nord-est du Brésil, semi-aride. Je viens du peuple Xukuru des Yoruba. Nous travaillons sur la restauration biocentrée. Ici, on parle de régénération cosmologique. Grâce à ce processus d'implication de la communauté avec les écoles de vie, d'écoles vivantes, dans les faits, il s'agit d'un projet qui est très large. La vie, la collaboration est cruciale. Et donc, dans la régénération, tout ce qui est vivant peut être régénéré. Et c'est très intéressant. Et ça, c'est un aspect intéressant dans notre travail. Pour nous, les peuples autochtones, la terre est vivante. Et donc, si l'on régénère cet équilibre, l'équilibre de cet organisme vivant, eh bien, on invoque auprès de la terre, on met en place une relation subtile, affective avec la terre. Donc, on vit une expérience, on intègre notre science dans ce processus, pas seulement nos connaissances, mais également notre comportement, la façon dont on échange avec l'espace physique et spirituel. Cette relation s'institue avec un territoire vivant, régénéré. Donc là, il y a un processus spirituel avec différents rites. Mais c'est intéressant pour les autres, pour soi-même. L'intérêt pour l'autre, l'autre c'est l'eau, la pierre, l'oiseau, et donc il s'agit d'une relation subtile de soins. Il faut avancer légèrement, lentement, pour éviter d'écraser avec nos pieds ce qui est vivant. Et tout ce qui est vivant permet la régénération. Et donc pour rentrer en relation avec quelque chose de vivant, et pour être dans ce lieu, bon, nous ne pensons pas que le lieu est distinct du soi, le territoire, ce qui permet de se connecter. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer cette vie. Donc, la façon dont on regarde le lieu dans lequel on vit. Donc, l'eau, quand il pleut, l'eau s'écoule dans des petits ruisseaux et puis elle peut former des flaques. Et tout cela permet de favoriser la vie. Et nous avons le droit d'avoir une forêt régénérée. Mais ce n'est pas seulement un droit pour la forêt, c'est un droit pour la forêt qui est la maison des esprits.
Et donc, il faut vraiment savoir faire preuve d'imagination, savoir penser. Et au moment de penser à nos stratégies, à nos méthodes, aux indicateurs, il faut mettre en place les conditions pour que l'eau puisse, au moment de tomber, être purifiée par la forêt. Et donc, voilà comment nous travaillons. Nous ne pratiquons pas le brûlis, nous travaillons pour restaurer la forêt, pour faire de l'artisanat, des bijoux, des médicaments, en demandant la permission à ceux qui protègent ce lieu. Donc, présente un protocole terre de soins. Ça, c'est la règle. Donc, les liens coloniaux, menaces, ne pèsent plus sur la forêt. Donc, nous écoutons ce qui nous permet de prendre soin et d'améliorer la façon dont on entend. Nous fécondons la voix du sacré en écoutant les oiseaux chanter, en écoutant le vent. Donc, il s'agit d'un travail d'enchantement. Il s'agit d'un projet poétique parce qu'on fait un pas en arrière, on retourne vers la terre. Donc, en régénérant, on retourne vers soi, on protège la terre et chacun est impliqué. L'habitat colonial a apporté le brûlis, alors qu'aujourd'hui, nous cherchons à protéger la terre. Il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est gardien. Le gardien montre la voie à suivre. Voilà, nous regardons pour montrer cette culture de la subtilité, ce lien avec la terre, et nous écoutons les battements, le métabolisme de la terre, et nous déployons l'intelligence subtile, une rationalité enracinée. On sait ce qui se passe, ce qu'il arrive à la terre. La terre peut sentir. Nous devons permettre la sauvegarde de la terre. Nous devons soigner les blessures que nous causons. Et donc, nous souhaitons restaurer la terre. La restauration nous permettront aux êtres faisant partie du paysage de revenir. Et donc, mon peuple tire son nom du nom d'un oiseau qui n'existe plus et du nom d'un arbre. Et donc, nous sommes le peuple Chukuru. Et si on n'entend qu'un seul oiseau ourou chanter dans la forêt, et si on restaure la terre en plantant des oubats, eh bien, nous remplissons ces vides qui sont le fruit de la colonisation. Nous régénérons, nous redonnons vie, nous prenons soin de la terre. La spiritualité pour nous est essentielle. La spiritualité veut dire montrer chemin, éduquer, transmettre des connaissances. Nous apprenons en faisant. Nous apprenons grâce à notre vie passée dans les forêts. Nous apprenons auprès de ces êtres non humains. Et ça nécessite une subtilité, un état d'attention, à prendre des arbres, des pierres, de l'eau, ce qui permet la régénération de la forêt. Nous régénérons pour pouvoir avoir une bonne vie. Une fleur, un pied constitue une page dans ce livre de l'apprentissage de la régénération.
Nous apprenons auprès de ces êtres vivants qui nous invitent à avancer, à bouger. Notre travail dans ces écoles de vie, dans le cadre de cette éducation, se manifeste par la pédagogie de l'oiseau, une pédagogie de connexion. Ce que l'on fait ici, avec l'appui de la FAO, c'est de revenir à la protection de la terre afin de pouvoir voir à nouveau l'oiseau Ourou chanter dans la forêt, l'oiseau qui a donné le nom à notre peuple. Merci beaucoup. Sorry, I know we are running very late, and now it is a pleasure to give the Moi, je floor sais to qu'il Mari est un Guay peu from tard. C'est Centro un plaisir Sindes pour moi maintenant de donner la for Peru. parole They à have been Marie working Guay in du Centre 72 Sindes schools of au life Pérou, in the qui Andean region. travaille dans la Mari, la région palabra es des tuya, por favor. Andes. 5 minutitos porque estamos Marie, c'est à toi, atrasados. 5 Adelante, minutes, Mari. pas plus parce que nous avons du retard. Hola, buenos días o buenas tardes con todos y Bonjour, todas las bonjour à toutes et à participantes. tous. Es una alegría poder compartir la C'est un grand experiencia de plaisir Perú de pouvoir partager en las avec vous l'expérience comunidades du indígenas que Pérou, nosotros de llamamos communautés originarias. autochtones, La des siguiente, por communautés favor. d'origine, comme on les appelle. El ámbito de intervención de nosotros Eh bien, es, le domaine como lo mencionó John, d'intervention, es comme a dit muy John, árido. Tenemos muy est poca extrêmement lluvia y aride. estamos Il y a très peu de situados entre précipitations los 3000 et nous nous trouvons à une altitude de 3000 à 4400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Acá podemos apreciar en Et la donc, diapositiva de izquierda à que gauche, hay muy poca vous árboles o arbustos constatez nativos. qu'il y a Acá très vemos peu un relento d'arbres de quechua, donde hay natifs. Nous muy avons pocas des especies de este árbol que quinoa. vamos a Il ver y a más extrêmement peu adelante. de spécimens La de cet siguiente, por arbre favor. qu'on verra un petit peu plus tard. La siguiente. Ya. Estamos trabajando en toda la Nous zona travaillons sur con la unidad dans de toute pueblos la indígenas zone de FAO. sud Nos avec le ubicamos groupe en des la peuples región autochtones de la FAO. cerca del lago Titicaca, que Nous ustedes travaillons ven près en du azul, lac toda la Titicaca región qui se de trouve au Puno, sud, donc y toute la nos région de Puno. ubicamos en Et Arequipa, en la parte alta, on Cayoma, travaille y aussi à Moquegua Arequipa, también au en nord, la parte Moquegua alta. aussi. Son fríos intensos que pueden ir de los Il fait menos parfois très 15, froid, 14 jusqu'à hasta los moins 20 14 centígrados en el degrés, día. jusqu'à 19-20 degrés pendant la journée. Et comme il n'y a pas d'arbres, il y a des espèces végétales, des plantes médicinales que l'on perd. Et dans la partie sud ici, vous voyez cet arbre, la quinoa, qui récolte l'eau. C'est une de ses grandes propriétés. Et dans les moments de stress hydrique, eh bien, cela bénéficie à toute la biodiversité qui se trouve autour de cet arbre. Et il faut dire aussi que son tronc, ses branches, permettent d'éviter l'érosion des sols. En haut, vous avez un guanaco qui est menacé d'extinction dans ce couloir andin qui va d'Arequipa à Cayoma jusqu'à Moquegua, jusqu'à cette région de Moquegua. Et ce qui est important, c'est de voir que même si on se trouve dans la région montagneuse des Andes, eh bien, la source d'eau qui va jusqu'au fleuve Amazone, eh bien, prend sa source dans la région d'Arequipa, dans le village de Tuti. Et en échange que nous avons eu avec ce que disait John, nous avons eu des régions avec nos frères autochtones du Brésil. Ils parlaient de toute la pollution et des problèmes liés à ces terres dégradées. Et donc, nous sommes étroitement liés à l'eau qui vient de l'altitude de l'amont jusqu'en aval.
Et ce qui est important de dire, et John en a parlé, et je confirme, c'est que, eh bien, nous mettons en place des écoles de vie dans toutes les communautés. C'est notre méthode d'intervention. On réalise un accord avec les dirigeants politiques, comme cela a été expliqué par John. La communauté y participe et les autorités donnent leur accord, acceptent de participer à ce projet. Et par le biais de ces écoles de vie, es donde es la parte más interesante, porque ellos no reciben como c'est los là ce qui est le plus pero important, realmente los expertos parce son que, ellos, porque son en fait, ce ellos sont eux les comparten experts. sus C'est eux qui conocimientos partagent leurs ancestrales, connaissances sus ancestrales, rituales, como hablaba leurs rituels, el compañero de Brasil, comme le y disait comparten sus, notre camarade du su Brésil. visión del Ils mundo. partagent leur vision du monde. En estas escuelas de vida que a veces son Et dans tres ces écoles o de cuatro vie, en una misma comunidad, parfois il y en a todas 3, 4 dans une même necesarias. communauté, Se identifican todos los eh bien, recursos, on parle de tout ce se qui est important. On identifican on identifie las toutes les ressources, prácticas, o les sea, pratiques, cuál áreas están siendo para ser restauradas y qué es lo que había lesquelles zones doivent être disponibles restaurées anteriormente et qu'est-ce qui para a été restaurar. fait ¿Qué jusque-là conocimientos pour han restaurer les aplicado para écosystèmes restaurar esta área? et quelles leçons ils en ont Y tirées, se identifican quelles los mesures ils ont mis en sistemas œuvre pour restaurer alimentarios ces y zones. los On cambios identifie les en systèmes su gestión del alimentaires, territorio. Y ahí les tomamos changements selon les conciencia que territoires, muchos et on prend conscience que rituales de nombreux rituels orientación que daban a ciertos terrenos que ou ahora de no nombreuses lo orientations hacen, données à ces ha territoires, perjudicado a la madre tierra que ellos eh bien tienen tout una cela a eu un veneración impact sur y la terre nourricière rituales muy ligados a la tierra, et al qu'il y a des agua, rituels qui al sont très momento liés à de la la terre, cosecha, à al inicio l'eau, de au moment de la siembras, récolte, están muy ligados, à pero al l'époque des mismo tiempo, semis. como decía Tout el cela est compañero de étroitement lié. Brasil, Comme le disait estamos notre camarade du perjudicando Brésil, la madre eh tierra bien, y on met en somos danger nosotros los notre mère nourricière grandes de los problemas ambientales que et está nous causons viviendo la énormément madre de tierra. problèmes environnementaux que subit notre mère En nourricière. en esta escuela de vida también se elige Et un dans ces comité de écoles de restauración. vie aussi, on élit un comité de la Este restauration. espacio, ellos toman un liderazgo para motivar Et a todo lo que se planifica cela permet en el plan de de les motiver restauración de la comunidad, et de voir tout ce donde qu'on en ellos œuvre pour le eligen plan de cuáles son las restauration de la áreas que van a communauté. Ils restaurar, choisissent con les qué zones qui especies vont van a être restaurées, restaurar avec quelles espèces y ils vont la restaurer. bueno, son los motivadores a nivel de la comunidad. Siguiente, por favor. Et ce sont des éléments qui motivent la communauté. Ustedes vieron cuando les presenté el área toda, Quand je vous ai la présenté región todo la árida. zone, vous avez vu Bueno, toute la esta es région, combien elle était una aride. experiencia que hemos hecho en Guambo. Voici une expérience que nous avons menée à Guambo. Marie, si tu veux bien accélérer un peu, s'il te plaît, Oh, sí, ya falta poco. si tu veux bien conclure. Entonces, Oui, je una ne serai plus très longue. forestación que ya se ven, Et donc se ve ici, bastante la iniciativa de bosques. vous voyez le Esto résultat de es cette vivo, pero initiative des forêts. hemos Il tenido s'agit la ici de pins. preocupación de integrar las especies Nous nativas avons de voulu plantas medicinales que se están intégrer perdiendo en el des área. plantes Siguiente. médicinales autochtones qui se perdaient. Esa es la quechua que yo les decía. La que quinoa tiene, dont bueno, je vous también parlais una tout à especie de l'heure. quechua. La importancia de coordinar. Estamos coordinando Et con instituciones públicas, nous nous coordonnons privadas y de avec la des comunidad institutions para tener en publiques, privées de la viveros communauté árboles nativos que no había pour mucha avoir existencia, des essences disponibilidad en arboricoles Perú, y autochtones qui también n'étaient plus très présentes au recuperar las Pérou. plantas nativas Et que il se s'agit de estaban récupérer perdiendo. aussi Estamos trabajando más de ces 14 espèces autochtones qui especies, se ahí lo perdaient. Nous tienen, travaillons no es sur necesario 14 espèces de nombrar. dont vous Gracias. avez le nom à l'écran. El monitoreo y seguimiento Le lo suivi, hacíamos de manera rudimentaria nous le porque, bueno, no réalisons de teníamos los façon assez conocimientos rudimentaire para parce que nous ne hacerlo, disposons pas pero des connaissances sí nécessaires pour le faire al différemment. momento de plantar Mais teníamos, au moment de medíamos, planter les meses espèces, eh después, bien, varias veces se va a nous hacer un avons réalisé des monitoreo en mesures campo para medir
Et quelques mois plus tard, nous allons faire un suivi pour voir quelle est la taille des végétaux. 10 cm au départ et maintenant ils ont atteint 50-60 cm et grâce à une collègue qui est venue du Royaume-Uni, nous améliorons tout ce qui touche au suivi technique de façon numérique, grâce à l'aide d'Internet et d'autres outils. Et les connaissances que nous avons retirées des écoles de vie grâce aux échanges entre les sages, les plus anciens et les jeunes, se retrouve dans un livre dans lequel on constate l'importance de la faune et de la flore dans leur vie. Parce que comme je leur disais, on utilise les plantes dans des rituels, des plantes médicinales, et ce sont des végétaux en voie d'extinction et qu'il faut restaurer. Maintenant, je vais terminer avec les enseignements tirés. Nous menons des activités de restauration, nous plantons des pins aussi pour motiver la communauté à planter autant de pins que d'espèces autochtones. L'eau est une priorité de la plus haute importance pour toutes les communautés. Toutes les communautés avec lesquelles nous travaillons, au nombre de 72, eh bien, pour chacune de ces communautés, l'eau est au cœur des préoccupations. Il s'agit de renforcer une culture du soin de l'environnement et du reboisement. Les saisons de l'année, la saison sèche, la saison des pluies, les conditions climatiques extrêmes, les gelées, les sécheresses, eh bien, cela rend le processus de plantation plus difficile. Il faut voir comment on peut protéger l'espèce autochtone pour qu'elle parvienne à pousser et à s'épanouir. Nous avons travaillé, grâce à John et à Pablo, avec le ministère de l'Agriculture, par exemple, le ministère de l'Environnement, avec Rural, Moquegua, Arequipa et Serfor, et nous avons déterminé les zones et les peuples autochtones avec lesquels nous avons travaillé jusqu'ici. Et nous formons des leaders qui promeuvent cette restauration, qui restent dans leur communauté, qui appuient ce travail et qui continueront de le faire même à l'issue du programme. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, Marie. Merci, Juliane, Elena, toute votre équipe, parce que c'est un grand plaisir de participer à Aim for Forests et de parler de ces activités guidées par les peuples autochtones. Merci Pablo, Yon, Iran, Marie. Ça valait vraiment la peine de vous écouter. Nous avons beaucoup appris. Nous sommes un petit peu en retard. Mais si vous le souhaitez, si vous pouvez rester en lien avec nous, il nous reste un exposé très important. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Ashley Steele, chargée de forêt, à la division des forêts, pour vous présenter le premier produit dans le cadre de notre nouvelle initiative. Il s'agit de directives pour aider les pays à faire rapport au sujet de la restauration des écosystèmes d'eau douce dans le cadre de la cible 2. Il s'agit de veiller à ce que d'ici à 2030, au moins 30% des écosystèmes dégradés soient restaurés ou en cours de restauration afin d'accroître la biodiversité, les fonctions, les services écosystémiques et l'intégrité écologique. Voici les objectifs
auquel on s'attend pour la cible 2. Et c'est là-dessus que vont se centrer nos activités de restauration. Les écosystèmes d'eau douce, il y a énormément d'expertises qui sont associées à l'eau douce. Et les experts aussi, nous souhaitons rassembler toute cette expertise. Donc cet écosystème ne couvre que 2% de la zone. Ça nous donne notre eau potable, les différentes réglementations climatiques, et ça a une grande valeur. Nous en avons un petit peu parlé lors des présentations, et j'étais ravie justement qu'on en parle. On parle du rôle de l'eau pour les forêts. C'est vraiment inestimable. En général, je n'aime pas parler de valeurs économiques, mais parfois il y a un impact. Et il y avait une estimation 2023 qui évaluait les services écosystémiques de tous les lacs naturels à 3,1 trillions de dollars par an. Si on se penche sur les ODD pour l'eau douce, eh bien, la valeur augmenterait de 18%, donc si ces écosystèmes étaient restaurés. À droite, vous avez des données qui décrivent l'indicateur des ODD 6.3.2 et qui évalue la proportion d'eau dans un pays, donc les lacs, les rivières, les aquifères, qui présentent une bonne qualité d'eau. Et ça tient compte du degré d'acidité, d'azote, de phosphore et d'oxygène. 50% des pays disent que leurs écosystèmes sont dégradés. Et cette enquête montre aussi qu'il y a beaucoup de pays qui ne disposent pas de données suffisantes. Et donc, ça montre qu'on ne connaît pas la situation sur le terrain. Et donc, c'est un appel à collecter davantage de données. La restauration comprend différents types d'activités. Ce continuum est tiré d'une boîte à outils de la FAO pour la restauration. Vous voyez qu'il y a différentes activités. Ça commence par la réduction des impacts sociaux, l'amélioration de la gestion des écosystèmes, la réparation de la fonction des écosystèmes, jusqu'à une reprise complète des écosystèmes. Et bon, parfois on peut planter tout simplement certaines choses, mais j'aimerais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, vous avez une grue au milieu d'une rivière et c'est important donc d'aller sur place quand il y a une longue dégradation humaine. Il est important d'intervenir de façon parfois un petit peu plus lourde et importante qu'une simple plantation. Alors pourquoi est-ce qu'on installerait une grue ici? Eh bien, c'est parce que c'est lié à tout ce qui est au-dessus et en dessous. Donc, en restaurant cette zone en particulier, on peut accroître la biodiversité, aussi bien en amont qu'en aval, permettre aux espèces de migrer et aider les services écosystémiques aussi en aval, notamment ceux qui sont liés à la cible 2, puisqu'on améliorera le flux de l'eau, des nutriments, des sédiments, etc. Et donc, parfois, il faut réfléchir de façon un petit peu plus large. Et parfois, en revanche, la restauration est un peu plus simple, à plus petite échelle, comme vous voyez sur la photo en bas à droite. Ces directives que nous lançons, auxquelles vous pouvez accéder grâce à ce code QR, ça représente la collaboration de collègues de 14 organisations qui vont d'institutions internationales et des ONG à des universités à travers le monde. Et je suis fière d'avoir collaboré avec eux et je leur suis profondément reconnaissante. Ils nous ont apporté énormément de connaissances, d'expertise et ont énormément enrichi ce que nous-mêmes nous pouvions apporter à ce sujet. Donc voilà les directives. Il s'agit de principes directeurs. Ce n'est pas prescriptif. Il s'appuie sur cette interconnectivité. On en a parlé un petit peu. J'étais très heureuse d'écouter les exposés qui m'ont précédée.
Et on définit les zones à restaurer pour le rapport au titre de la cible 2. On voit quelles sont les résultantes espérées, l'amélioration des écosystèmes et la connectivité. Tout cela est amélioré. Et on tient compte aussi des paramètres de l'UICN. Les zones de restauration peuvent être bien plus vastes que celles des activités sur le terrain. Et on a commencé aussi les discussions. On a donné quelques exemples de données qui couvrent tous les biomes, les différents attributs écologiques et tous les différents résultats au titre de la cible 2. Donc ces nouvelles directives visent à permettre une restauration efficace et vise à inciter la restauration la plus efficace. Ça peut se faire au niveau local, national et mondial. Et en même temps, on reconnaît la complexité de ces écosystèmes d'eau douce qui sont différents des autres types d'écosystèmes. Donc, on a quelques messages clés. Tout d'abord, la restauration des écosystèmes d'eau douce sont différents des écosystèmes terrestres. Il s'agit de comprendre différents principes. Donc, tout ce qui est dans un bassin versant est lié par le flux de l'eau et une zone restaurée, en fait, peut être bien plus vaste que les activités de restauration que l'on voit. Et la hiérarchisation, le suivi, le rapport, ces processus parallèles, donc le bassin versant, des évaluations aussi de pêche en eau douce, se baser sur un certain nombre d'indicateurs. Il y a un certain nombre de données géospatiales qui existent dans le monde pour appuyer ces efforts, et on donne quelques exemples dans les annexes du rapport. Voilà à quoi ressemblent les orientations, les zones en cours de restauration. Vous avez donc la zone des activités de restauration, la zone en amont qui devrait bénéficier d'une biodiversité améliorée et la zone en aval qui pourrait bénéficier de cette amélioration de la biodiversité et l'amélioration aussi de la qualité du flux de l'eau, du bois et des sédiments. Ce sont les types de changements qui sous-tendent la cascade d'effets positifs que nous appelons de nos voeux. Et comme Christina l'a dit, pour la CDB, il y a des recommandations du GET, donc de la typologie des écosystèmes mondiaux. Et à gauche, vous avez des exemples d'activités de restauration dans un bassin versant et voir à quoi la zone pourrait ressembler. Et donc, qu'est-ce qui nous attend? Nous devons travailler avec les pays et apporter des études de cas aussi pour voir comment on peut assurer le suivi des activités aussi. Nous souhaitons appuyer le renforcement des capacités. Par exemple, on a un apprentissage en ligne sur les rivières résilientes, disponible en anglais, en espagnol et bientôt en français, nous l'espérons. Et donc, nous souhaitons travailler sur tout ce cycle de restauration pour évaluer le bassin versant, pour voir où la restauration est nécessaire, mettre en œuvre ces activités, assurer le suivi de ces activités, faire rapport de ces activités et avoir l'évaluation aussi des activités de pêche dans les eaux intérieures. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Ashley. Nous avons un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti. Il y a beaucoup de gens sur Zoom qui ont posé des questions. On leur a déjà répondu sur Zoom. Et pour ceux d'entre nous qui sommes ici, on a la possibilité de discuter davantage parce qu'une petite réception nous attend à la sortie. Merci beaucoup à toutes et à tous qui êtes restés parmi nous, ici et sur Zoom. Nous avons travaillé grâce à des partenariats, on l'a vu aussi dans le chat. Beaucoup de personnes souhaitaient nouer des partenariats avec nous, et c'est absolument formidable. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes nos coordonnées sur Zoom. Merci encore, merci infiniment
aux orateurs, aux oratrices. C'était vraiment une séance extrêmement riche et merci à tous ceux qui nous ont aidés au siège de la FAO. Merci, bon après-midi, bonne soirée à toutes et à tous.